Les vocaux du cinéma. Les vocaux du cinéma. Les vocaux du cinéma. Bon, Mister C, il va falloir qu'on parle sérieux là. Je sors de la projection d'Arco. Et bon, j'ai pas envie de te spoiler, mais pour ma part, c'est le film que j'ai préféré de toute cette année. Incroyable, exceptionnel. Salut Aurélien, ça augure que du bon. Moi aussi j'ai beaucoup envie de voir Arco, moins pour le travail de BDiste que pour les thèmes du film qui transparaissent dans le synopsis, puis l'animation qui a l'air vraiment fantastique. Après il va falloir prendre ton mal en patience parce que toi tu l'as vu en avant-première et moi j'ai promis à Mathilde, ma compagne, qu'on irait le voir ensemble. Et là bon, elle est hospitalisée pour sa santé, tout va bien, mais elle peut pas du coup aller au cinéma. Sans doute, au mieux, on le voit le week-end qui vient, donc presque une semaine après toi. J'espère que ça va aller. Tu vas tenir. Je te fais des bises d'ici là. Bon, pour ma part, il y avait pas mal d'attentes sur Arco parce que je suis très fan du travail de BDiste de Hugo Bienvenu, le réalisateur du film. Et déjà, dans ses précédents albums, il y avait pas mal de références au cinéma. Donc en fait, c'est un passage qui m'a pas tellement étonné, mais qui me rendait assez curieux de savoir comment il allait s'en sortir. Et je dois dire que c'est une immense réussite. Bon, j'ai pas envie d'influencer la réception du film. J'ai hâte de savoir ce que toi, tu vas en penser. Et on se retrouve pour en discuter. Coucou, on a enfin vu Arco avec Mathilde. Et oui, je trouvais que c'était un joli film. J'étais assez ému. Et surtout, on va pouvoir parler SF positif. Et ça, c'est assez cool. C'est marrant parce que c'est exactement la réflexion que je me suis faite en voyant le film. J'étais sûr que le traitement de la SF allait te plaire. Donc c'est parfait. Écoute, je pense qu'on va en reparler en détail. Mais je sais pas, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous résumer le film? Comment tu présenterais Arco? Alors, je dirais que Arco raconte la rencontre de Arco et Iris, deux enfants qui vivent dans des époques différentes. Arco vit dans un futur assez lointain et il vit en fait sur des plateformes qui se situent dans les nuages avec sa famille qui voyage régulièrement dans le temps grâce à une combinaison et un diamant un peu spécial qui diffracte la lumière comme un arc-en-ciel. Et Arco n'a pas le droit de voyager parce qu'il n'a pas encore 12 ans. Mais Arco va voler le matériel de sa sœur et donc se retrouver par accident dans la période historique d'Iris, qui vit dans un futur plus proche. Donc c'est une époque qui ressemble à la nôtre par certains aspects, mais par d'autres beaucoup moins. Et c'est la rencontre de ces deux enfants et aussi de ces deux époques qui fait l'intérêt du film en termes d'univers et d'histoire, évidemment, puisque c'est un film d'animation. Donc il y a aussi tout un tas de trucs qu'on peut raconter sur l'animation. Très bien résumé, Mister C. J'aurais pas dit mieux. On peut dire d'emblée que c'est une histoire qui va vraiment emprunter très fortement à plein de classiques de l'animation, à commencer par Miyazaki. On peut penser du coup au Château dans le ciel, on peut penser par certains aspects à Nausicaa. Donc il y a tout un tas comme ça de films d'animation assez classiques qui viennent vite à l'esprit. D'ailleurs, la bande-annonce et les éléments promotionnels insistent vraiment sur l'héritage de Miyazaki. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose qui peut vraiment faire débat assez vite. Est-ce que c'est un hommage ou est-ce que c'est un plagiat? Ce n'est pas un pastiche en tout cas pour ceux qui ont écouté notre épisode sur Nouvelle Vague de Linklater. Mais voilà, les éléments sont tellement proches du cinéma de Miyazaki que c'est à se demander. Évidemment, Hugo Bienvenu, il a des éléments personnels, mais voilà, ça fait aussi peut-être par certains aspects un film qui recycle tout un tas de recettes qui marchent beaucoup dans le cinéma d'animation et qui du coup sont efficaces. Moi, j'ai chialé comme pas possible devant le film, donc ça marche. Mais peut-être voilà, se demander est-ce que c'est une démarche artistique complète de venir comme ça emprunter autant de motifs et d'éléments narratifs, visuels pour nous émouvoir. Je pose le débat.
Bah ouais, c'est vrai, la question mérite d'être posée. Moi, je suis d'accord avec tous les éléments, tous les films que tu as cités, mais on pourrait en retrouver énormément d'autres pour montrer à quel point c'est foisonnant. Moi, j'ai également pensé à la musique. Il y a une dimension épique comme ça, dont certaines sonorités qui peuvent rappeler aussi, par certains aspects, les compositions de Joe Hisaishi. Il y a également le discours écologique, le traitement des éléments comme le vent à travers la végétation ou la pluie. C'est vrai que ça fait directement penser au film de Miyazaki. Puis il y a la relation d'amitié entre ces deux personnages enfants. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les films de Miyazaki. Et surtout, le point de vue du film à travers le regard des enfants. Puis il y a quelque chose aussi dans la galerie de personnages. Moi, quand je vois ces 3 personnages de triplé, là, à lunettes, ils me font vraiment penser à tous ces personnages secondaires qui parfois peuplent les récits de Miyazaki, des personnages un peu pittoresques comme ça, qui vont apporter une dimension comique au film. D'ailleurs, tous les 3, ils sont doublés par Vincent McCain, Louis Garrel et William Lake Bill. Enfin, ce trio, il est vraiment génial, quoi. Et puis, bon, évidemment, il y a aussi le choix de l'animation 2D. Aujourd'hui, la très grande majorité des films d'animation sont produits en 3D. Tu vois, quand on repense à Aya et la sorcière, réalisé par Goro Miyazaki, du coup le fils de Miyazaki, qui avait été une tentative des studios Ghibli de passer à l'animation 3D pour venir un petit peu concurrencer les Pixar et puis toute la production américaine. Le résultat avait été assez décevant. On pouvait se poser la question de la direction que prenait le studio avec un choix esthétique comme ça. Alors bon, le retour après de Hayao Miyazaki avec Le Garçon et le Héron sur une animation 2D traditionnelle montrait bien que voilà, il y avait eu des hésitations comme ça. Et je sais pas, le fait de voir un Hugo Bienvenu qui assume ce choix d'animation 2D, moi je trouve que c'est à la fois hyper courageux, audacieux et hyper intéressant quand on voit le résultat. Mais bref, ouais, une fois qu'on a fait toutes ces énumérations, c'est vrai, on peut se poser la question, est-ce que ça en fait un film de Hugo Bienvenu ou est-ce que c'est une redite, un plagiat, un film qui lorgne sur le cinéma de Miyazaki, qui n'a rien d'autre à proposer? Moi, je pense pas. L'univers de Hugo Bienvenu est suffisamment original et mature pour à la fois revendiquer cet héritage sans crouler sous son poids. Comme je te l'ai dit dans mon intro, moi je trouve que c'est un passage réussi de la BD au cinéma, puisqu'on retrouve énormément d'éléments que Hugo Bienvenu a pu développer au cours de ses précédents albums, que ce soit à travers ses thématiques, mais également dans son style graphique. Quand tu regardes les BD d'Hugo Bienvenu, tu vois le style graphique d'Hugo Bienvenu, tu vois pas celui de Miyazaki. Et pourtant, dans Arco, on retrouve exactement ce même chara-design, avec les mêmes aplats de couleurs et ce même univers de SF rétro-futuriste qu'il a développé à travers plusieurs albums. Et on retrouve même certains personnages comme Mickey le robot, qui est déjà présent dans Préférence Système, je crois. Et c'est intéressant que tu dises que le personnage du robot apparaissait déjà dans des albums, parce que moi, c'est le personnage que je retiens le plus. Finalement, c'est sa relation à Iris qui m'a le plus ému dans le film. Donc, son arche narrative, c'est celle que je trouve la plus complète. Et plus que la relation entre les deux enfants, que je trouve moins organique. Je crois à leur amitié, je crois à cette fascination d'Iris pour Arco, mais je crois pas trop à l'espèce d'histoire d'amour qui pointe par-ci par-là, qui est un peu appuyée lourdement par des remarques d'adultes. Peut-être que le film aurait pu s'en passer. Je trouve que là où il emmène, il y a un truc très intéressant, c'est surtout comment il aborde un troisième personnage, un copain de Iris, et au lieu de poursuivre un schéma classique qu'on connaît qui pourrait aboutir sur une forme de jalousie ou d'aller dans la compétition, il nous montre un chemin vers la solidarité, vers l'entraide, que je trouve assez touchant et qui me plaît quand on sait que le film s'adresse aussi à des enfants. Moi, ça me plaît qu'on puisse montrer un nouveau schéma, montrer des nouvelles formes de relations au-delà de comportements toxiques et comment on peut faire preuve d'une certaine bienveillance les uns envers les autres. Le film est peut-être beaucoup plus écrit par son univers que par ses personnages. J'ai parfois l'impression que les personnages sont poussés dans une direction
pour faire avancer l'univers, plutôt que ce soit les personnages qui sont mus vraiment par des envies, des besoins, et que voilà, l'univers est présenté au fur et à mesure. Mais c'est pas tout le temps le cas, hein. Au début, avec Arco, c'est assez bien raconté comment, comme il n'a pas l'âge pour voyager, il est tenté de voler l'équipement de sa sœur parce qu'il a vraiment envie d'aller voir les dinosaures. Et donc, on va dire que comme l'histoire, elle démarre par un élément scénaristique qui est très bien posé. Mais dans certaines péripéties, moi, j'ai trouvé que c'était moins le cas. J'ai trouvé que c'était un peu plus... là, il y a besoin de, par exemple, mettre de côté le passage du robot. Donc, on va imaginer une péripétie qui est assez marrante, hein, où, en gros, le robot a un bug, pour pas spoiler. Et j'ai trouvé que ouais, voilà, c'était peut-être un peu artificiel. C'est-à-dire qu'en soi, l'idée, elle est très bonne, du bug, pourquoi le bug arrive. Mais en même temps, moi, je trouvais que c'était un peu évident que c'était pour ne pas avoir expliqué pourquoi les enfants n'étaient pas surveillés par le robot, etc. Moi, j'ai pris un grand plaisir à voyager dans cet univers, comme j'aurais pu y voyager dans un jeu vidéo ou dans un jeu de rôle, parce que tout ce qui était de l'exposition, ces éléments-là, donc à la fois le futur lointain et le futur proche, me semblait extrêmement intéressant. Et en même temps, peut-être sur l'aspect histoire, purement narratif, j'ai eu un peu moins l'impression d'être accompagné. Et en même temps, comme je te disais, j'ai été ému et tout ça, donc ça fonctionne très bien aussi, hein. Donc voilà, pour moi, de base, on est dans un univers signé Hugo Bienvenu et il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis, comme je l'ai précisé, cet univers de SF rétro-futuriste qu'il a développé à travers plusieurs albums, il vient composer dans le film un lore extrêmement cohérent. En fait, ce que je trouve fascinant, c'est que il existe assez rapidement dans le film. On comprend très vite les mécanismes sans qu'il y ait besoin de passer 3 heures à expliquer comment fonctionne le système politique, enfin les différentes technologies qu'il y a dans le film. Tout ça s'installe assez rapidement parce qu'en fait, il a déjà passé du temps dans ces univers. Il a déjà passé du temps à développer cet univers de SF. Donc en fait, il sait comment y aller de manière extrêmement efficace. Alors, je comprends complètement ton point de vue et je crois que je le partage en grande partie. Je connais moins bien les BD du goût bienvenu, mais c'est vrai que j'ai ressenti que c'était un univers cohérent et que c'était un univers accueillant aussi, au sens où c'était pas difficile d'y rentrer pour en comprendre les tenants et les aboutissants. Après, justement, peut-être l'impression Miyazaki, c'était à la fois les palettes de couleurs, à la fois la musique, à la fois les thèmes, comme si finalement il était sûr, il était certain de son univers, qu'il trouvait solide et qu'il nous présentait, et en se disant je passe de la BD à l'animation, alors peut-être que je vais pas tout réinventer en même temps, ce qui est de l'ordre du cinéma et pas de l'univers graphique. Je vais essayer peut-être de me reposer sur des choses que j'apprécie et qui m'ont nourri. Et donc, on retrouve les influences de Miyazaki, mais aussi d'autres films d'animation. Je pense un peu Au Roi et l'Oiseau ou à La Planète Sauvage, enfin, des classiques un peu de l'animation française par certains aspects. Et donc, moi, je sais pas vraiment un reproche. Et c'est peut-être se dire aussi que c'est une stratégie qui paye, quoi, de dire tu passes de la BD au cinéma et t'es certain un peu de ton art, et du coup, tu investis peut-être certains domaines plus que d'autres en te reposant un peu plus sur tes prédécesseurs pour pas prétendre tout réinventer. Donc je trouve ça plutôt pertinent, et je voulais pas tacler le projet, au contraire, c'était surtout pour essayer de voir comment on se dépatouillait de cette filiation qui est mise partout sur les affiches, sur les bandes annonces. Et je pense que tu le racontes bien en faisant cette distinction entre univers et code, on va dire références, influences qui sont présentes. Et quand je parlais de recettes précédemment, c'était aussi sur des points narratifs. Par exemple, ce trio de mecs à lunettes de soleil arc-en-ciel qui, pendant un temps, semble être une menace et qui, finalement, est plutôt un trio comique. Effectivement, on fonctionne, mais c'est des choses qu'on a l'impression avoir déjà vues ailleurs. Du coup, moi, j'ai plus l'impression de quelqu'un qui se dit ah tiens, j'ai emprunté un tel, un tel, qui mixe dans un univers original. Mais voilà, les éléments narratifs en tant que tels ne sont pas tant que ça. Et c'est pas forcément déplaisant. En fait, c'est aussi bien parfois de revoir, de relire un peu des classiques, entre guillemets. Pour répondre à ta question, héritage ou plagiat, moi j'ai envie de dire, ça dépend comment tu reçois le film. Est-ce que on le ressent comme un héritage avec lequel il se débat et qui convoque sans jamais y avoir pensé, ou alors
Est-ce que c'est justement quelque chose qui vient sublimer en fait un univers qu'il a mis du temps à construire? J'ai l'impression que c'est plus cette deuxième option. Et c'est même pas de la citation. Moi, je dirais vraiment que c'est une influence cinématographique qui a été digérée par Hugo Bienvenu. Peut-être pour commencer à parler un peu de SF positive, il y a un courant de SF qui s'appelle le Hope Punk, donc en gros la contraction de hope qui est espoir et punk comme dans Cyberpunk, qui me semble être peut-être un genre auquel on pourrait rattacher Arco, dans le sens où le focus n'est pas du tout mis sur des éléments technologiques ou liés à l'énergie, mais bien à la solidarité ou aux émotions en fait qui permettent aux gens de s'entraider dans cet univers-là. Et je pense notamment à un livre que je viens de lire qui s'appelle Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers, je cite de tête, donc peut-être c'est pas tout à fait ça, qui est une novella de 120 pages à peu près sur voilà un univers un peu comme celui qui serait à la lisière entre le futur proche et le futur lointain de Arco, on va dire, où la Terre a commencé à se régénérer et où les robots n'ont pas été vus depuis des siècles. Et en fait, c'est la rencontre entre une humaine et un robot. Et j'ai retrouvé un peu la relation entre Iris et le robot qui est chargé de sa surveillance, avec cette idée que parfois, les machines peuvent être capables d'une grande humanité. Et c'est des thèmes qui sont assez courants dans la science-fiction. L'exemple le plus connu, c'est Blade Runner. Techniquement, c'est pas des robots, c'est des réplicants, mais bon, on comprend l'idée que quelque chose d'artificiel puisse finalement être plus humain que certains humains du monde qui les entourent. Et ça, par exemple, c'est un thème que j'ai retrouvé assez fort dans le film et qui a participé à mon émotion et qui aussi me permet de me dire qu'on avance peut-être progressivement vers un imaginaire où SF ne veut pas forcément dire démonstration de puissance, voyages intersidéraux. Enfin, dans la SF qu'on a vu au cinéma ces derniers temps, il y avait quand même plutôt du space opéra à l'ancienne, avec parfois des relectures un peu postmodernes, mais qui me semblait moins adapté à notre époque et aux enjeux écologiques notamment, pas seulement aussi sur des enjeux sociaux. Donc j'étais assez déçu du Dune de Denis Villeneuve, mais pour ce qui est de l'animation, je crois que l'année dernière ou il y a 2 ans, il y avait du coup Mars Express de Perrin, qui était un film intéressant d'un point de vue purement plastique, parce qu'en termes d'animation, c'était une prouesse, donc encore une fois une animation 2D, mais en même temps sur les thèmes, sur l'histoire, j'avais l'impression qu'on était juste dans la visite au musée des éléments un peu geek de la SF, quoi, avec une vision du monde qui pour moi était plus celle des années 80 et j'avais moins l'impression que c'était quelque chose dont on avait besoin aujourd'hui pour nourrir nos imaginaires, puisque la SF quand même conditionne en grande partie comment on voit le futur, donc un petit peu comment aussi on trouve désirable d'aller dans une direction ou dans une autre. Bref, la SF, c'est politique, malgré peut-être certains qui voudraient croire que c'est que du divertissement. Et quand je vois Arco, du coup, j'ai l'impression de voir une œuvre de SF politique qui est à la fois un divertissement et une réflexion sur notre époque et comment, du coup, voir le futur d'une autre manière peut peut-être nous aider aujourd'hui. Et je pense que c'est ça que j'apprécie le plus dans le film, au-delà de ses qualités purement d'animation, c'est d'avoir capté un peu l'air du temps et d'avoir compris qu'il nous fallait un autre imaginaire pour dépasser un petit peu cette époque qui finalement s'appuie beaucoup sur l'imaginaire cyberpunk des années 70-80. C'est assez fou de voir que Musk ou Jeff Bezos citent des œuvres qui étaient des dystopies, donc des romans censés nous alerter comme le Neuromancer sur des dérives possibles, et en fait eux ils y voient des recettes de cuisine à appliquer. Donc c'est terrible qu'ils aient pas vu ou qu'ils ne veulent pas voir les éléments véritablement critiques de ces œuvres-là. Donc c'est bien la preuve que quand on fait exister quelque chose par l'imaginaire, au bout d'un temps ça peut finir par arriver, puisque Elon Musk imagine mettre des puces dans le cerveau humain comme certains hackers du Neuromancer. Donc moi je trouve que Arco, il arrive à nous dire on peut être diverti tout en portant d'autres valeurs, en renouvelant la science-fiction et en ayant du coup une vision plus positive en fait du futur que les dystopies cyberpunk qu'on a pu avoir jusqu'à présent.
Ouais, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens de développer là sur la science-fiction positive. Tout l'enjeu du film, c'est comment les personnages vont devoir recréer du lien, tisser des liens pour se retrouver et construire une forme de solidarité. L'objectif principal de Harco, ça va être de retourner à son époque pour retrouver ses parents. Donc c'est ça, son arc narratif à lui, c'est de retrouver un lien qui a été brisé. Et d'une certaine manière, c'est la même chose pour Iris, puisque de son côté, ses parents, à elle, sont aussi absents. Donc il y a cette idée d'enfants livrés à eux-mêmes qui doivent retrouver leurs parents. Et d'ailleurs, pour Iris, c'est décrit à travers une scène qui va dire beaucoup de la structure sociale dans laquelle on se trouve, où les parents sont accaparés par leur boulot et donc du coup sont absents. Et la technologie a trouvé des subterfuges pour pallier à cette absence. C'est-à-dire qu'on va les voir aller coucher leurs enfants, leur lire des histoires à travers des hologrammes. Donc il y a cette idée de l'absence de présence humaine qui se retrouve complètement désincarnée. Ça va être une absence qui est palliée par la présence du robot. Et donc, Mickey remplit cette fonction-là. Comme tu l'as dit, cette relation entre Mickey et Iris, elle est assez touchante, elle est assez bouleversante. Parce qu'en fait, là où il y a une absence de parents, il y a une forme de lien artificiel qui s'est noué. Et bien loin de la vision un peu manichéenne qu'on peut avoir aujourd'hui sur les IA et la menace qu'elles représentent, sur la manière dont on va peut-être être remplacé, je trouve que dans Harco, cette vision, elle est assez intelligente puisque le remplacement des parents par le robot, il se fait pas à un niveau professionnel. Les humains continuent à travailler, mais par contre, le robot vient combler, vient remplacer les parents, mais à un niveau émotionnel. C'est le robot, c'est l'artificialité, mais il représente en fait le lien dans les deux arcs en fait, puisqu'il est à la fois un lien pour Iris, mais dans le climax du film que je vais pas révéler, c'est son acte ultime qui va se révéler au final être le lien de Harco vers ses parents. Donc je trouve que là encore, il y a quelque chose qui est développé autour des robots qui est assez intéressant. C'est comment cette technologie peut à un moment donné se révéler être le dernier lien, un passage de la mémoire. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant dans ce qui est développé autour de l'arc de Mickey. J'arrive pas bien à l'expliquer, mais il y a comme ça cette idée de la mémoire qui se passe à travers lui, qui est assez beau. Sur Mickey, qui est un lien entre les personnages, un lien émotionnel, il y a deux choses qui m'ont frappé. À un moment donné, on doit retirer son cœur, qui littéralement a une forme de cœur, qui a une sorte de cœur allongé comme ça dans la profondeur. Et ça sert aussi de lampe torche en fait. Et j'ai trouvé que c'était une assez jolie idée de pouvoir comme ça en fait s'éclairer avec une partie du robot qui a dû rester en arrière. Et l'autre passage, le plus émouvant, c'est quand on réalise ou on se rappelle que la mémoire électronique est une mémoire. Et donc le robot est capable de solliciter ses souvenirs. C'est une scène qui va faire penser évidemment à 2001 Odyssée de l'espace ou à Roy Batty sur la fin de Blade Runner sur le toit qui déclare tout ce qu'il a vu dans sa courte vie. C'est des scènes à chaque fois émouvantes parce que ça permet d'être en empathie avec une créature en réalisant qu'elle a été une forme de sensibilité, elle a été une subjectivité dans le monde et elle n'a pas du tout été juste un automate, juste un rouage. C'est aussi tous ces petits détails qui font qu'on peut être en empathie avec Mickey et que ce robot fait le lien entre plusieurs personnages. C'est marrant que tu parles de Mickey et de 2001 l'Odyssée de l'espace parce que dans un des précédents albums de Hugo Bienvenu, il me semble que c'est dans Préférence Système. L'un des personnages travaille en fait dans un grand centre qui est chargé d'archiver en fait une sorte de mémoire collective. Il y a un moment donné où cet espace de stockage arrive à saturation. Et donc, il va être question de supprimer des souvenirs, supprimer des documents archivés qu'on considère comme n'étant plus utiles. L'un des personnages, donc, va essayer de sauvegarder, de sauver. Parmi ces documents, il y a un film, il y a 2001 l'Odyssée de l'espace que le personnage va archiver dans la mémoire de sauvegarde de son robot domestique qui n'est autre que Mickey. Je te dis ça de mémoire. Il faudrait que je vérifie dans l'album, mais il me semble qu'il s'agit bien de 2001 l'Odyssée de l'espace. Donc c'est marrant, je pense que c'est vraiment une référence consciente de la part de Hugo Bienvenu.
Ce thème de la mémoire et de l'informatique, je pense que c'est à la fois un vieux thème de la SF, mais c'est peut-être aussi réactualisé avec les intelligences artificielles, puisque les intelligences artificielles génératives ne marchent que parce que on les a nourries d'une mémoire gargantuesque et que du coup les ingénieurs informatiques ont pu établir des corrélations entre mémoire et créativité. Ça vient aussi nous questionner sur notre propre créativité, à quel point du coup, on crée à partir de notre mémoire aussi et de l'hallucination sur notre mémoire et qu'il faut donc évidemment passer par une phase d'apprentissage avant de pouvoir créer des choses originales. Et c'est un thème qui m'intéresse et que j'ai envie aussi de développer, notamment dans un roman de SF que j'ai écrit et que je cherche à faire publier. Pour moi, la question de la mémoire, elle peut aussi se développer sur le temps long et sur la société, tu vois. Donc, t'as cette histoire d'Hugo Bienvenu que tu racontes très bien, nous fait le lien entre mémoire individuelle et mémoire collective. Mais on pourrait imaginer que cette mémoire collective informatisée commence aussi à dérailler par elle-même, comme un peu 2001 Odyssée de l'espace, où on a cet ordinateur qui commence à dérailler à mesure qu'on lui retire des barrettes de mémoire. Et si on attend suffisamment, est-ce que voilà la mémoire collective qui est Internet ne va pas non plus aussi commencer à dérailler? Enfin voilà, c'est pour juste dire que ce sont des thèmes que je trouve très d'actualité et ça me semble assez normal que Hugo Bienvenu les traite, les aborde et les considère comme à la fois un élément de ses références et un élément de la création à venir. C'est un détail, mais quand j'ai vu la représentation des souvenirs de Mickey, j'ai beaucoup pensé au début de l'IA générative d'images avec cette superposition de motifs qui semble infini, où le même motif va se retrouver presque en fractal dans l'un et dans l'autre. Voilà, donc si vous regardez si tu regardes par exemple sur le début de Google qui faisait des essais avec l'IA générative, on va avoir des images de chats ou des images de chiens à l'infini dans des paysages, dans des forêts, comme si en fait la machine elle hallucinait, elle voyait partout le même motif se répéter. D'ailleurs sur cette réflexion autour du dessin, celui du robot mais aussi celui de la petite fille, il y a une fascination quand même assez forte de l'acte même de dessiner pour garder trace mais aussi pour anticiper. C'est-à-dire que le dessin du robot ça va être celui de la trace, du souvenir, et le dessin de la petite fille ça va essayer de deviner, d'imaginer ce que Arco lui raconte. Donc Iris demande à Arco de lui décrire à quoi ressemble le futur où il vit. Et à partir de ces descriptions, elle va réussir à en faire une vision artistique assez détaillée. Moi, j'étais beaucoup ému par l'épilogue du film. Donc sans spoiler, mais il y a en gros l'idée que cette graine qu'a plantée Arco, au fur et à mesure que Iris grandit, elle y revient un peu comme une obsession et elle en fait sans doute son métier. Et sans doute que c'est parce que elle a imaginé ce qu'elle a compris en discutant avec Arco que peut-être elle va créer ce qui deviendra des siècles plus tard le réel monde d'Arco. Et là, je trouve qu'il y a une très belle métaphore sur le travail d'artiste et de la science-fiction, de se dire à la fois c'est un acte d'imagination et en même temps c'est aussi ce qui va motiver des personnes à vouloir que ça advienne. Alors c'est un peu le pendant positif de ce que je racontais un peu avant sur Elon Musk qui devait essayer de reproduire les puces neuronales de romanceurs du cyberpunk. On a un volet positif qui est que finalement nos imaginaires aujourd'hui peuvent nous amener à peut-être construire et établir des choses dans le futur qui n'auraient pas pu exister sans le travail d'artistes un peu visionnaires, qu'on va estimer comme étant peut-être en décalage ou idéalistes à leur époque, mais qui va quand même donner envie à d'autres de se rapprocher de cet idéal. Et moi, j'aime beaucoup ce lien comme ça qui est fait entre le dessin, l'acte d'imagination et puis peut-être des véritables conséquences pour le futur. Oui, comme toi, cet épilogue, je l'ai trouvé très fort, d'autant plus qu'on a cette idée du lien avec les parents qui est retrouvé dans une forme de réconciliation. Et pour revenir sur l'acte de dessiner, effectivement, c'est un motif qui est très fort dans le film. C'est un petit peu la matérialisation du lien avec, d'un côté, les traces laissées par Mickey, qui m'ont fait directement penser aux peintures rupestres, mais je pense que c'est assez évident. Dans cet imaginaire, comme tu l'as bien rappelé, des IA génératives, ou plutôt des origines des IA génératives et presque des IA dégénératives, pour reprendre cette idée d'hallucination collective.
Et il y a quelque chose de très fort dans cette résolution, puisqu'en fait, c'est les marques du passé qui vont guider les parents du futur jusqu'à Arco. Et d'un autre côté, on a les dessins d'Iris qui préfigurent les structures futures, comme tu l'as bien rappelé, elles-mêmes inspirées par Arco. Donc on a comme ça un aller-retour entre les générations, un aller-retour entre deux civilisations finalement. On a ce lien retrouvé entre deux civilisations au moyen de l'arc-en-ciel. Donc là encore, on a cette idée de l'arc qui vient matérialiser l'idée du pont en fait. Et je trouve que Hugo Bienvenu, il est très fort pour ça, c'est-à-dire pour composer des images poétiques qui vont avoir un grand pouvoir d'évocation. Cet aller-retour entre les générations, moi, ça m'a un peu rappelé comme le motif de l'infini. Il joue avec ce motif du paradoxe temporel, mais pas pour nous faire des nœuds au cerveau, comme pourrait le faire Christopher Nolan. C'est presque comme si c'était un Interstellar réussi. Enfin bon, je plaisante parce qu'Interstellar, je l'ai bien aimé, mais enfin, tu vois l'idée, quoi. Et cette idée du futur qui inspire le passé, enfin, qui inspire le présent, c'est exactement ce que tu dis. Un motif un peu méta sur le pouvoir de projection que peut représenter la SF, mais même l'art en général. C'est vrai qu'on n'a pas lâché le mot, mais en fait, c'est une réflexion sur ce qu'est la culture, entre transmission de la mémoire et projection artistique qui, ensemble, font avancer la société. J'aime beaucoup aussi le fait qu'il montre bien, Hugo Bienvenu, que notre rapport à la technologie est vraiment social, culturel, et qu'il peut changer. Et donc on a ce futur très lointain où à la fois il y a des prouesses technologiques avec ces bâtiments suspendus dans les airs, le sommeil en apesanteur, le voyage dans le temps. Et en même temps, ils font énormément de choses avec leurs mains. Ils sont autosuffisants, comme il le raconte très bien, en termes d'énergie, de nourriture. Et c'est pas du tout finalement le futur d'Iris où beaucoup de choses sont automatisées, beaucoup de choses sont finalement inscrites dans une chaîne socio-technique complexe avec des méga entreprises et des services privés. Mais du coup, voilà, le décalage entre les deux est assez intéressant parce que c'est comme si il y a un siècle, un anthropologue avait fait un travail de comparaison avec une société humaine en se disant en fait ils font complètement différemment. Et ça j'aime bien parce que ça casse un peu le narratif présent autour du futur qui est celui du progrès, qui est un peu une ligne droite immuable qui va que dans un seul sens. Et ce progrès qui, du coup, aurait comme corollaire un rapport à la technique toujours plus compliqué, avec une sorte de dépendance à la technique toujours plus forte. Donc ça, c'est un peu le monde d'Iris. Et le monde d'Arco vient montrer que, non, futur ne veut pas dire forcément ce certain type de progrès. Ça peut être un autre type de progrès. Ça peut être un progrès qui repose en partie sur la technologie, mais en partie aussi sur des valeurs, une entraide, une forme d'autonomie aussi, donc de responsabilité par rapport à la planète. Pendant un peu l'arrivée de la 5G, j'avais été assez frappé d'une phrase de Emmanuel Macron qui disait « On va quand même pas revenir à la bougie », en disant en gros que soit on allait vers la 5G, soit on était des rétrogrades qui voulaient tout faire à la bougie, à la main. Et c'était vraiment schématique comme vision, en mode soit on retourne vers le passé, soit on va vers l'avenir, et la 5G c'était l'avenir. Alors qu'on aurait pu imaginer en fait tout un tas d'autres trajectoires et qu'il faut continuer à imaginer tout un tas d'autres trajectoires, surtout avec cette urgence écologique qui nous arrive de plus en plus rapidement et de plus en plus fortement. Donc moi je trouve que ce film c'est un peu une respiration par rapport à ce débat qu'on a sur le futur, qu'on a sans avoir en plus, parce que c'est pas un débat médiatique, c'est un débat essentiellement culturel pour l'instant. Je trouve que voilà, il arrive assez finement à nous décaler. Et presque il fait de la fenêtre d'Overton, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que, en comparaison, le futur d'Iris, il paraît moins préférable que le futur d'Arco. Mais le futur d'Arco, il nous paraît vraiment très différent de ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, en nous le présentant, on se dit, finalement, si déjà on vivait dans le futur d'Iris, ça serait pas mal, quoi. Si déjà on avait une forme d'organisation autour des catastrophes climatiques, une façon aussi peut-être de voir la technologie comme un support qui n'est pas forcément là juste pour nous remplacer, comme tu disais très bien par ton propos sur l'IA. Je trouve aussi que ce futur où vit Iris, il est à la fois angoissant parce que les catastrophes naturelles sont plus présentes, et en même temps, les personnes, elles semblent quand même plus conscientes de ce problème écologique et elles tentent d'y apporter des réponses. Et donc en ça, c'est déjà plus désirable que le futur où on est destiné aujourd'hui, qui est non, on regarde pas et on se dirige vers la catastrophe. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé,
c'est que je vois Arco quelque part comme une ode à la désobéissance et au dépassement du cadre. Je m'explique. En fait, le récit commence avec Arco qui désobéit à ses parents pour aller voyager dans le temps afin d'aller rendre visite aux dinosaures. Cette première désobéissance qui ouvre le récit finalement. Mais ensuite, il y a la désobéissance d'Iris qui désobéit à ses parents pour venir en aide à Arco. Il y a la désobéissance de Mickey qui va forcer le barrage de policiers robots pour secourir Iris et Arco. Donc il y a cette réaction en chaîne de désobéissance qui se met en place parce que finalement, sans cette rencontre entre Arco et Iris, il n'y a pas cet aller-retour entre le futur et le passé qui va permettre la construction de ces structures dans le ciel. Si on considère que c'est Iris qui est à l'origine de cette construction, ou plutôt de cette co-construction, puisqu'elle est inspirée par Arco lui-même. Donc, sans cette désobéissance, sans cette sortie du cadre, puisque c'est ça ce qui se passe dans le climax, dépasser la frontière, dépasser le cadre, dépasser cet enclos des maisons bulles. Donc, en conclusion, je dirais désobéissons, sortons du cadre. C'est très beau, comme Maxime, peut-être pour conclure. Soit-il temps de conclure. En tout cas, je ne sais pas si c'est une ode à la désobéissance, parce que quand même, chaque enfant paye un peu le prix de ses actions. Et d'une certaine manière, on n'a pas de récompense, à part effectivement de voir l'idée de ces maisons dans le ciel, voir le jour petit à petit. Donc je ne sais pas si c'est une ode à la désobéissance. Je pense que c'est un peu doux amer, c'est-à-dire que les enfants ont à la fois une liberté qui est vraiment encouragée et en même temps, ils en payent les conséquences, quoi. Genre même Marco, en revenant à son époque, sans spoiler, c'est pas tout à fait la même chose. Sa famille, elle a un peu changé, voilà. Donc je sais pas, est-ce qu'il serait temps de conclure, mon cher Aurélien ? Hello, je t'envoie ma conclusion sur Arco depuis les Utopiales à Nantes, où je suis maintenant depuis un jour et demi. Et je mesure aussi un petit peu l'originalité d'Arco à l'aune de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. Parce que autant du côté de la littérature, y a pas mal de choses, de réflexions et d'exemples concrets dans ce genre qu'on a nommé, qui est le hop punk, mais on peut aussi du coup tirer des fils vers le solar punk, etc. Enfin toute la SF positive dont on a un peu parlé. Par contre, en termes de cinéma, c'est un peu le vide absolu. J'ai vu quelques courts-métrages, je suis intéressé pour voir des longs, mais juste en feuilletant le programme, en fait, c'est un genre qui n'est pas vraiment représenté ici aux Utopiales, au cinéma. Et donc je pense que Arco est vraiment important comme une espèce de milestone pour dire la SF positive maintenant passe de la littérature au cinéma. On sait que la littérature en SF a un peu d'avance toujours par rapport au cinéma. C'est d'ailleurs pour ça aussi que les films vraiment classiques de SF sont souvent aussi des adaptations d'écrivains qui ont parfois 10 ou 20 ans d'avance. Mais là, du coup, c'est intéressant de voir que Arco fait le passage sur une œuvre originale. Ou alors on va dire que le réalisateur adapte sa propre œuvre, puisque Hugo Bienvenu, ça fait des décennies qui dessine, peut-être pas, ça fait moins que des décennies, mais en tout cas ça fait plusieurs albums qui dessinent dans son univers, et que finalement il a mûri et que maintenant il peut adapter peut-être plus rapidement que si on aurait dû attendre le succès d'une œuvre littéraire et ensuite son adaptation, avec peut-être aussi des pressions de la part des diffuseurs et des financeurs. Ce que je retiens beaucoup d'Arco, c'est son côté précurseur en fait par rapport à son médium, et évidemment toutes les qualités qu'on a racontées en termes d'émotion et en termes d'esthétique. Mais voilà, ce que je retiens, c'est vraiment ça, comment ça a été peut-être un précurseur. Et j'espère que du coup il y aura d'autres films d'animation, d'autres films de prise de vue réelle, de SF positive cette année et les années qui viennent au cinéma, qui viennent de la France et d'autres pays aussi, évidemment. Voilà, donc c'était ma petite conclusion depuis les Utopiales. Alors, Arco. Écoute, je suis extrêmement satisfait qu'on ait chroniqué ce film, et en même temps, j'ai l'impression de pas avoir totalement dit tout ce que je pensais de bien à propos de ce film. J'ai l'impression de pas être allé jusqu'au bout de ce qui m'a fait ressentir, tellement j'ai l'impression que c'est un film qui foisonne. Je pense que c'est vraiment le film que j'ai préféré de l'année.
Alors, je sais que c'est quelque chose que j'ai répété à de nombreuses reprises dans le podcast, mais ce coup-ci, je le pense vraiment. C'est un film qui m'a fait énormément de bien. Et pour toutes les raisons qu'on a évoquées un peu plus tôt, en fait, j'avais énormément d'attentes. Et pour le coup, il a quand même réussi à me surprendre. Ce que je retiens vraiment, d'abord, c'est l'animation qui m'a vraiment impressionné. Moi, je reste obsédé par la séquence d'ouverture, celle où Harco tombe dans les nuages. J'y repense beaucoup et j'ai très très envie de la revoir. Visuellement, elle m'a vraiment marqué. Je repense aux couleurs, à la lumière, à la sensation de vitesse et de vertige. Vraiment, elle m'a fait quelque chose, cette scène d'intro. Et j'en avais parlé, la musique qui se lève, et il y a comme un grand souffle épique qui traverse cette séquence, qu'on retrouve un peu tout au long du film dans toutes ces séquences de vol. Et ce souffle épique, moi, j'adore le ressentir dans des films. Ça me fait vraiment des petits gargouillis, quoi. Et ça, c'est vraiment une sensation que j'adore retrouver. Et là, tout au long d'Harco, moi, je les ressens, ces petits gargouillis. Moi, ce que j'aime au cinéma, c'est quand un film arrive à proposer un univers qui me donne envie d'y passer du temps, d'y revenir encore et encore. Et c'est vraiment ce que je ressens avec Harco. Et puis, tout ce qui concerne les thématiques, moi, je te rejoins à 100% sur toute ton analyse. Je pense que d'une manière générale, Harco fait du bien à la SF et pas uniquement au cinéma français, mais au cinéma mondial. C'est un film qui arrive à l'heure dans son époque. Et je suis content de ce passage d'un médium à un autre. Je suis content que ce soit pas une adaptation, mais une création originale, puisqu'il aurait pu se contenter d'adapter un de ses albums au cinéma. Et je trouve que ce move, il est hyper intelligent de sa part, puisqu'à la fois, il arrive à capitaliser sur tout ce qu'on vient de dire, sur un univers qu'il a mis du temps à faire mûrir, et il arrive à passer une autre étape. Et je le vois vraiment comme un prolongement qui donne à son œuvre une nouvelle dimension. Bon, je pense beaucoup de bien de ce film. Je vais essayer de me calmer sur les superlatifs. Mais pour moi, Harco, c'est déjà un très grand film. Et Hugo Bienvenu se révèle en réalisateur qui, je pense, va compter. Et encore une fois, je le dis souvent, mais ce coup-ci, c'est une nécessité. J'ai hâte de revoir le film. Et surtout, j'ai très hâte de voir le prochain projet de Hugo Bienvenu, que ce soit à la BD ou au cinéma. Et puis évidemment, comme maintenant nous ne sommes plus seuls, nous sommes écoutés, rappeler à nos auditeurs de évidemment laisser une note sur leur application de podcast, aussi éventuellement de le recommander à un ami ou une amie avec qui il ou elle a une relation autour du cinéma. Se dire que voilà, c'est le podcast qui réunit les amitiés du cinéma, les vocaux du cinéma. À bientôt. Et puis rejoignez-nous sur Instagram aussi, ça vous permettra de suivre un petit peu l'actu des sorties d'épisodes. Il y aura des recos aussi, enfin voilà, des petites choses comme ça. On s'est dit que à 100 abonnés, bon, on garde des objectifs assez modestes, hein, on vous prépare une petite surprise. Donc est-ce qu'on arrivera à dépasser cet objectif avant la fin de l'année ? Ça, c'est à vous de le décider.